Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emeric Lang, gérant chez Erasmus Gestion. Bonjour Emeric. Bonjour Pierre. Emeric, est-ce que tu peux nous présenter ta société de gestion Erasmus et ses spécificités? Bien sûr, alors Erasmus Gestion a été créé en 2013 par Jean-Pierre Gaillard et Jean-François Gilles, avec depuis le début une spécialisation sur les small et mid cap de la zone euro. C'est vraiment l'ADN de notre société et c'est la partie que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc sur notre approche de gestion, on a une approche résolument fondamentale tirée par deux éléments principaux. À la fois, tout d'abord, une analyse du cycle macroéconomique et boursier qui nous permet de décider de thèmes d'investissement. Et c'est ensuite à l'intérieur de ces thèmes d'investissement qu'on va lever le capot et qu'on va entrer dans la sélection d'entreprises en s'appuyant sur une équipe d'analystes extrêmement fournie, puisque nous avons 4 analystes en plus des 3 gérants small et mid cap qui sont en charge de sélectionner les titres en entreprise. Et à partir de là, on va faire une construction de portefeuille avec une approche diversifiée, équipondérée pour construire le portefeuille, nos différents portefeuilles. Bien, merci Emeric. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de votre société de gestion? La spécificité première de notre société de gestion, c'est donc se spécialiser sur les small et mid cap avec un pari qui a été fait très tôt par les fondateurs Jean-François Gilles et Jean-Pierre Gaillard, de se construire en interne une équipe d'analystes forte pour ne pas avoir à dépendre de recherche extérieure. Et c'est extrêmement utile, notamment pour la partie small cap, pour aller sélectionner des entreprises et choisir les sociétés qui répondent le mieux à nos critères d'investissement. Donc, si je résume, vous agissez un petit peu des deux côtés, à la fois une analyse macroéconomique pour se positionner correctement sur les investissements et de l'autre côté, une sélection très fine des entreprises pour se positionner sur les entreprises qui sont les plus saines et avec le plus de perspectives de rentabilité. C'est exactement ça, c'est essayer de jouer sur les deux leviers, l'effet allocation en choisissant des thèmes qui sont selon nous plus porteurs dans les prochains mois ou années, et à l'intérieur de ces thèmes, aller chercher les titres qui représentent le meilleur rendement qualité potentiel pour sélectionner et construire notre portefeuille. Est-ce que tu peux me rappeler combien est-ce que vous gérez dans votre société au global pour donner une ordre de grandeur? Au global, on gère environ 600 millions d'euros et sur le fonds small cap, c'est autour de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et donc aujourd'hui, je te propose de parler plus spécifiquement de la classe d'actifs des small cap. On va un petit peu avancer dans la présentation. Est-ce que tu peux nous présenter cette classe d'actifs? Alors c'est une classe d'actifs qui est extrêmement intéressante parce que, elle est fournie, il y a énormément de titres dans cette classe d'actifs, et deux, elle est moins bien suivie, ce qui crée des inefficiences plus importantes et donc un potentiel et un terrain de jeu pour les sélectionneurs de valeur plus important que par exemple pour les large caps. Donc ce qui est intéressant, et si on regarde un peu ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, on voit que les small caps ont extrêmement bien encaissé la crise du Covid. Pour te donner un élément, au 3e trimestre 2021, les sociétés, les small caps de la zone euro avaient déjà mis derrière elles la crise du Covid, donc étaient déjà revenus au niveau 2019, et au 4e trimestre, elles l'ont largement dépassé. On était 12% au-dessus des niveaux de 2019. Donc ça montre qu'il y a une très forte capacité de ces petites valeurs à absorber les chocs malgré ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que ces petites valeurs sont plus sensibles et plus risquées. Au final, on a vu qu'elles ont été capables de mettre cette crise derrière elles plus rapidement que les large caps, et c'est pour ça que c'est une classe d'actifs extrêmement intéressante. C'est leur défaut qui peut, comme tu dis, les paraître plus sensibles, mais font aussi leur force, parce qu'en cas de rebasculement de cycle économique, elles partent beaucoup plus rapidement de l'avant. Oui, c'est ça. Le problème des small caps, c'est qu'elles sont moins diversifiées. Ouais. Donc, ça te crée des risques dans certaines situations de marché et des opportunités dans d'autres. L'avantage qu'elles ont surtout, c'est qu'elles sont beaucoup plus flexibles que les grandes capitalisations. Je vais te prendre un exemple tout simple. Une société que j'ai en portefeuille qui s'appelle Chargeur,
chargeurs au moment de la crise du Covid. Toutes ces activités qui étaient liées au textile et à la production industrielle ont fortement été chahutées, mais il y a eu une grosse réactivité de la part de la société qui a très rapidement développé, à partir de son expertise textile, un pôle qu'il appelle Healthcare Solutions, sur la partie santé, pour développer la construction de masques. Et c'est devenu le plus gros producteur de masques en tissu en France, et ça a permis à la société d'absorber complètement ce choc du Covid et même d'en profiter pour générer de la croissance en 2020, alors même que ses activités historiques étaient très touchées. Et ça, on trouve ce genre d'histoire dans les small caps parce qu'elles ont cette réactivité et ce potentiel pour rebondir peut-être plus rapidement que les large caps qui sont certes plus défensives, mais également beaucoup inflexibles. Ok, c'est un petit peu comme une large cap est un gros paquebot et une small cap est un petit bateau qui arrive un petit peu mieux à naviguer. Exactement. Si on compare un petit peu comme ça. Exactement, c'est une belle Et par les temps qui courent, est-ce que tu penses que c'est pertinent d'avoir ce type d'entreprise dans son allocation, de classe d'actifs? Nous, on pense que c'est pertinent d'en avoir en permanence avec un outil de diversification de la performance. Historiquement, c'est un moteur de performance qui est supérieur que les large caps, avec une volatilité qui est certes un peu plus importante, mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'en raison du désamour et de la crainte du risque lié au small cap, c'est une classe d'actifs qui a été complètement abandonnée. Donc même si d'un point de vue opérationnel, elles ont surperformé les large caps, elles ont fait mieux, elles ont plus rapidement absorbé la crise, on se retrouve avec une performance qui est peu ou prou équivalente. Et en fait, ça a créé une chose qui est assez intéressante selon nous, c'est que la prime moyenne des small caps, et historiquement les small caps sont en moyenne 17% plus chers que les large caps parce que le potentiel de croissance est plus important. Donc ça, c'est la prime historique, c'est 17%. Là, on est à peine à 5% aujourd'hui, donc ça crée un potentiel de hausse qui nous paraît extrêmement attractif. Et c'est en plus, selon nous, un moment intéressant pour rentrer parce que tu le vois sur le slide sur les flux, il y a un désamour qui est extrêmement fort. Et historiquement, c'est toujours dans ces moments-là où il peut être pertinent de rentrer dans un actif quel qu'il soit au moment où il y a un désamour qui est un peu plus fort. Ceci étant dit, bien évidemment, il continue d'y avoir des zones d'incertitude à court terme. Le risque géopolitique n'est pas complètement écarté, donc il faut bien sûr être prudent et il faut toujours rentrer avec une perspective de plusieurs années sur cette classe d'actifs. Mais nous, ça nous paraît assez intéressant et on se rapproche selon nous de points d'entrée, même si on n'a pas forcément connu le point bas aujourd'hui, c'est extrêmement dur de timer le point bas. On pense que là, avec une perspective à 3, 4, 5 ans, le point d'entrée est extrêmement intéressant. Ouais, intéressant en termes de valorisation, sachant que les flux ne sont pas forcément positifs et dès qu'ils peuvent retourner positifs, ça peut vraiment donner beaucoup de boost dans la performance. C'est ça, exactement ça. Il y a une injustice sur le niveau de valorisation des small caps par rapport à leur performance de ces dernières années et leur très forte capacité à absorber cette crise 2020. Ok, très bien. Merci pour cette présentation de la classe d'actifs. Est-ce que tu peux peut-être maintenant nous parler un petit peu du fonds que tu gères, le fonds Erasmus Small Cap, que nous avons par ailleurs en portefeuille, que ce soit dans les contrats d'assurance vie ou dans les PEA, parce que c'est un fonds qui est PEable. Effectivement, c'est un fonds qui est PEable, PEA PME également, qui a une performance depuis la création de 11,5% par an contre un indice qui est inférieur à 9%. Avec une volatilité plus faible. C'est un fonds donc, qui fait à peu près 100 millions d'euros qui a 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, qui est diversifié. On a entre 40 et 50 valeurs en portefeuille et qui a un positionnement relativement équilibré croissance value, même si historiquement il y a un léger biais croissance qui d'ailleurs nous a fait depuis le début de l'année avec des thèmes. Est-ce qu'on peut dire qu'il est blend du coup? C'est un fonds blend, oui, bien sûr. Blend. Donc blend qui va investir à la fois sur du croissance et du value pour les gens qui connaissent pas. C'est ça. C'est avec un biais, il y a un biais qualité qui est lié à notre approche fondamentale. J'en parlais tout à l'heure, on a une équipe d'analyse qui passe énormément de temps à rencontrer les sociétés, à valoriser les sociétés et on va aller chercher des sociétés qui ont une capacité
à progresser tout en conservant des niveaux de marge intéressants ou en améliorant leur niveau de marge, tout en gardant des parts de marché ou en accroissant leur part de marché. Donc ça crée mécaniquement un biais qualité dans le portefeuille. On va aller chercher des petits champions de la zone euro, tout en ayant un œil très avisé sur la valorisation. On fait toujours attention d'avoir un potentiel de hausse suffisant sur nos modèles de valorisation. Donc ça crée un portefeuille blend, donc diversifié, graphiquement diversifié. On est, tu as la répartition par pays juste après, on est sur un vrai fonds zone euro, hein, c'est-à-dire que la France est certes le premier pays, mais représente moins de 40% de l'actif aujourd'hui. Donc c'est un fonds, un véhicule assez intéressant, assez diversifié, qui investit donc dans des champions de la zone euro. D'accord, donc un fonds vraiment bien positionné qui se fixe pas de limite. On parlait des performances tout à l'heure ensemble. Il y a un petit peu une contre-performance sur le fonds par rapport au marché. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tu nous avances un fonds qui a l'air vraiment parfait, mais ça marche pas toujours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que s'est conduit le fonds depuis le début de l'année? La performance depuis le début de l'année est effectivement décevante. On sous-performe l'indice de référence. Il y a plusieurs éléments qui sont liés qui expliquent cette contre-performance. Déjà, je l'ai dit, il y a un biais qualité dans le portefeuille et très clairement, ce thème et ce facteur qualité depuis le début de l'année a été assez fortement sanctionné. Il y a beaucoup de valeurs de qualité moindre qui ont explosé parce que certains sous-jacents se comportaient mieux. Je prends par exemple K+S qui est une société allemande qu'on n'a pas en portefeuille, qui a explosé depuis le début de l'année parce que le chlorure de potassium a progressé. Donc ça, c'est le genre de valeurs sur lesquelles on ne sera pas parce qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel, parce que ce n'est pas une société de qualité, c'est une société qui avait bénéficié d'une opportunité à court terme, mais structurellement, selon nous, ce n'est pas une belle société. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur des valeurs de qualité, et il y a beaucoup de valeurs dans ce thème-là qui ont souffert depuis le début de l'année. Donc on a eu un positionnement factoriel qui n'était pas bon. On a eu une allocation qui n'a pas été pertinente parce qu'on était surpondéré sur certains thèmes qui ont été fortement chahutés, comme la digitalisation. On l'a vu avec l'écoulement du Nasdaq, qui par effet ricochet ont touché des belles valeurs beaucoup moins chèrement valorisées, mais qui ont été quand même vendues par le marché. Donc ça, on a été touché par ça. Et quelques mauvaises performances sur la partie stock picking, donc quelques valeurs qui ont assez nettement sous-performé parce que des publications un peu décevantes. Je pense par exemple à une petite société allemande qui s'appelle CEWE, qui est une société qu'on apprécie beaucoup, qui est leader dans la partie impression photo et qui a été très touchée par le fait que comme les consommateurs et les populations sont moins partis en vacances ces derniers temps, ont eu moins d'albums photos imprimés et mécaniquement l'effet de base étant assez difficile, elle a été touchée. Mais ce sont des valeurs qui, selon nous, ont un potentiel énorme, et c'est pour ça qu'on reste extrêmement positif sur les prochaines années à moyen terme. On ne veut pas se prononcer sur le court terme parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu, et c'est toujours très difficile de faire des paris sur le court terme. En revanche, ce qui est certain, c'est que beaucoup de valeurs en portefeuille aujourd'hui ne représentent pas, ne sont pas à leur niveau au niveau de leurs fondamentaux. Là où certaines entreprises étaient de moins bonne qualité, elles ont été favorisées par le marché, là où des entreprises vraiment qualitatives et un peu plus fiables ont été un peu pénalisées peut-être par les flux. C'est ce que tu veux dire? Exactement. Ouais. Et puis il y avait l'effet flux aussi, parce qu'effectivement, ce sont des sociétés… Donc flux sur la classe d'actifs. Ouais, et puis flux sur la classe d'actifs, et en plus de ça, sur la classe d'actifs, les stock pickers avaient une tendance à aller sur certains titres peut-être un peu plus qualité, que les genres de titres que nous on apprécie également, et qui du coup, avec l'effet flux négatif et les décollectes, ont été forcés de vendre des sociétés de qualité. Ça crée une baisse des titres injustifiée par les fondamentaux. Donc, oui, ça c'est aussi à parler, c'est que du coup, comme les gens ont fui la classe d'actifs, ça fait des flux négatifs et ça a pénalisé les bonnes entreprises, du coup certainement au profit des un petit peu moins bonnes, où il y avait moins de flux. Enfin, tu le diras peut-être. Est-ce qu'on peut
en conclure qu'il y a un réservoir de performance sur ton fonds dans l'avenir. On ne va pas parler de timing d'investissement parce que, comme dit, il y a quand même des zones d'ombre qui sont présentes. Mais est-ce qu'à un horizon raisonnable pour ce type de fonds, est-ce que c'est un bon moment pour investir et est-ce qu'il y a toujours un réservoir de performance? Pour nous, là, c'est sur nos modèles de valorisation, on a parfois des potentiels de hausse allant jusqu'à 60, 70, 80%. Donc si, d'un point de vue fondamental, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un potentiel de hausse aussi important, même en prenant des hypothèses assez prudentes. Donc c'est ce qui nous rassure, c'est pour ça qu'on, même si le début d'année n'a pas été au rendez-vous, on reste tout à fait à l'aise pour parler de ce fonds parce qu'on est convaincu que, encore une fois, en tant qu'outil de diversification dans un portefeuille, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire et des performances très intéressantes à venir pour de nombreuses valeurs dans le portefeuille. Très bien. Bah, écoute, je te remercie, Aymeric. Peut-être un dernier mot pour parler de l'ISR parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos clients. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les évolutions concernant le fonds et en matière d'ISR? Bien sûr. Bien sûr, on a obtenu le label ISR en octobre 2021. C'était un gros travail en interne et on s'est appuyé sur notre équipe d'analystes extrêmement fournie parce que sur l'univers de 750 valeurs à peu près pour les small caps de la zone euro, il y en avait un peu moins de la moitié qui n'étaient pas notées par notre prestataire. Donc il a fallu les noter en interne. Ça représentait un très gros travail pour toute l'équipe d'analystes. Et donc, on est très fiers d'avoir obtenu le label ISR et d'avoir eu notre process d'analyse qui a été validé par un auditeur indépendant. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir pu obtenir le label ISR qui correspondait de toute façon à notre approche d'investissement depuis la création de ce fonds. Le fonds, il est article combien au SFDR? J'ai oublié, 8 sur, je pense. Il est article 8. Là, j'ai toujours un doute là-dessus. Je pense qu'il est article 8, mais ce qui est déjà très bien et ce qui correspond au label. En tout cas, un fonds sur lequel on peut investir si on souhaite investir de manière socialement responsable. Exactement. Bah, écoute, je te remercie pour cet entretien, Aymeric, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions sur le fonds Erasmus Small Cap. Merci Pierre. Aymeric. Bonne fin de journée, au revoir. Merci.